Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de finances publiques avec une grande personnalité de ce domaine, une personnalité que je vous présente dans quelques instants. Il y a un événement à Rabat qui commence vendredi, qui se déroule vendredi et samedi, 1er et 2 novembre 2024. C'est un événement maroco-français sur les finances publiques qui se tient d'ailleurs au Maroc. C'est la 16e édition. Nous allons parler tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit de parler de gouvernance des finances publiques. Depuis quelques années, le thème revient sous différents angles. Il est organisé par le ministère marocain de l'économie et des finances, par la fondation FONDAFIP, qui est une fondation internationale des finances publiques, notamment. Mais en réalité, comment dire, c'est l'événement qu'organise chaque année Nourdine Bensouda. Nourdine Bensouda, qui est un grand commis de l'État, un haut cadre que vous connaissez. Et il a lancé cet événement, je pense, quand il était directeur des impôts. Et quand il a pris la direction de la TGR, la Trésorerie Générale du Royaume, où nous nous trouvons en ce moment, c'est là qu'il a continué, il a repris son colloque et il a continué. Nous allons parler du colloque et nous allons parler de la TGR avec Monsieur Nourdine Bensouda. Monsieur Bensouda, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation aussi. Merci. Ce colloque international, il est à sa 16e édition. Je ne sais pas si ça s'est répété chaque année, peut-être qu'il y a eu une coupure à cause du Covid ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de régularité. Il est devenu un rendez-vous, il est devenu une base de discussion et de débat, un endroit où on débat, n'est-ce pas? Comment vous avez fait? En fait, le sujet des finances publiques est un sujet passionnant. Certains pensent qu'il est technique, oui. Mais en fait, les finances publiques sont éminemment politiques. Pour parler de la partie scientifique, au sein de la Trésorerie Générale du Royaume, on a, je pense, la première bibliothèque qui est fournie d'ouvrages et de thèses de doctorat worldwide et qui sont à la disposition aussi bien des universitaires que ceux qui s'intéressent aux finances publiques. C'est celle que vous ouvrez une fois par semaine au public? Oui, elle est ouverte justement pour permettre à tout un chacun de puiser par rapport aux références dont on dispose. Oui. Et justement, notre travail consiste d'abord à l'aide à la décision pour les décideurs publics et privés, et en même temps de vulgariser cette matière qui paraît un peu, je veux dire, pas très attirante, du fait de sa technicité. Mais en fait, les finances publiques, finalement, c'est tout simple, quelque part. C'est comme les finances d'un ménage, les finances d'une entreprise. Il y a d'un côté des recettes, il y a de l'autre côté des dépenses. Et puis il y a de la dette. Chez des ménages, on s'endette pour la consommation, comme vous le savez, les crédits de consommation, ou les crédits d'investissement. Bon, au niveau de l'État, il y a des règles d'or. Il y a une règle d'or au niveau de la loi organique des finances, surtout celle de 2015. En principe, on s'endette pour financer de l'investissement. Alors ce travail-là de mobilisation de ressources ou de recettes ordinaires, qui comprennent aussi bien les recettes fiscales, les recettes douanières, les revenus domaniaux et puis aussi les dividendes qui nous proviennent des entreprises publiques, est un travail qui doit se faire dans la concertation et dans la convergence. D'ailleurs, cette convergence fait partie de cette volonté de restructuration et d'amélioration de la gestion des finances publiques. Comme il y a beaucoup d'intervenants, il est nécessaire qu'il y ait une cohérence entre les acteurs. Que ce soit au niveau de la mobilisation des ressources ou au niveau de l'exécution des dépenses. Pour la partie recettes, permettez-moi juste de faire une petite parenthèse, c'est que si toutes les administrations vont chercher dans le même endroit, on va avoir une inflation en termes de prélèvements obligatoires. C'est pour ça que si on revient un peu dans l'histoire du Maroc, quand il s'est agi de mettre en place la fiscalité locale, il fallait arbitrer entre ce qui est au niveau de l'État, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA et les droits d'enregistrement, et tout ce qui devait relever des collectivités territoriales. La première réforme, il y avait un peu j'allais dire quelques doublons,
Et il y a eu peut-être des choses à corriger qui ont été corrigées par la suite et qui ont mis un peu d'ordre. Mais le plus important dans ce domaine de ressources, et la même chose en termes, même pour les dépenses, le plus important, ce ne sont pas les prévisions, c'est l'exécution. Et c'est l'exécution qui permet j'allais dire, de respecter des principes constitutionnels tels que la transparence, l'égalité des chances, la responsabilisation des acteurs et tout ça. Donc c'est l'exécution qui est importante, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau du Parlement, parce que comme vous le savez, le Parlement contrôle le travail gouvernemental, et aussi au niveau de la Cour, des cours, au niveau juridictionnel, notamment par la Cour des comptes. Très bien. C'est clair, vous avez été directeur des impôts, entre autres responsabilités, et vous êtes maintenant trésorier du Royaume, donc vous connaissez parfaitement les finances publiques, et surtout, vous voyez passer devant vous les chiffres chaque mois, puisque vous êtes le premier à publier les états des recettes, des dépenses, etc., avec leur ventilation, répartition, que la presse relaie d'ailleurs. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'en lisant, en voyant, vous vous faites une opinion. Parfois, il y a un jugement de votre part, non? Sur l'évolution des finances publiques. Il y a de l'observation par rapport à l'exécution des budgets du budget de l'État et celui des collectivités territoriales. C'est ça. Comme vous le savez, la Trésorerie générale centralise tout ce qui se passe en flux financier au niveau national et mondial. Parce que pour certains, ils ne savent pas que la Trésorerie générale, il y a un comptable dans chaque ambassade et dans chaque consulat qui reporte à la Trésorerie générale, parce que tous les comptables publics reportent à la Trésorerie générale du Royaume qui fait la centralisation. Ça fait partie de la gestion des finances publiques. Alors ce poste d'observation, il vous permet de savoir que font, enfin, au niveau des comptables de la douane, comptables de l'administration fiscale, comptables de la Trésorerie générale, les secrétaires greffiers qui sont dans les tribunaux. Donc tout cela, il y a un reporting mensuel, enfin qu'on centralise, et, enfin quotidien, mais en même temps, ça nous permet de partager ça avec le grand public. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le budget ouvert, justement pour mettre à la disposition de tout un chacun, que ce soit les spécialistes ou les décideurs publics ou privés, de savoir exactement comment s'exécute la loi de finances, comment s'exécutent les budgets des collectivités territoriales. Mais je vous avoue, c'est des chiffres, il faut être un peu expert pour pouvoir un peu les suivre. Et justement, notre rôle, nous, en tant qu'institution, c'est d'expliquer, de partager, de sensibiliser et de sensibiliser surtout les décideurs par rapport à l'exécution du budget. D'ailleurs, comme vous le savez, la loi organique des finances a mis en place des systèmes d'exécution à mi-parcours, par exemple en juin, où le gouvernement est obligé d'aller au Parlement pour donner l'information sur l'exécution du budget. Si nécessaire, est-ce qu'il faut rectifier, est-ce qu'il faut une loi de finances rectificative? Donc tout cela, tous les chiffres proviennent d'ici, et puis tous tous les gens qui s'intéressent aux finances publiques s'appuient sur nos chiffres, et également les agences de notation. Ils voient un peu est-ce qu'on est en ligne par rapport aux prévisions budgétaires. Est-ce qu'il vous arrive ou est-ce qu'il vous est arrivé de prendre le téléphone et d'appeler des ministres pour attirer leur attention sur peut-être un dérapage ou une décision qui peut être lourde de conséquences? Nous sommes plus des conseillers parce que dans chaque ministère, nous avons un trésorier qui s'appelle trésorier ministériel qui s'occupe des recettes, si recettes il y a dans ces départements, et surtout des dépenses. Donc on les accompagne par exemple pour tout ce qui est appel d'offres. C'est-à-dire au moment où ils sont en train de constituer leur dossier, de préparer, on les accompagne en amont avant qu'ils lancent l'appel d'offres sur le portail de la Trésorerie générale, et on essaie de les accompagner parce que ce côté technique ne doit pas retarder l'exécution d'une politique publique. Parce que le plus important pour un ministre de la Santé, c'est d'achever son hôpital, d'acheter des médicaments. La même chose pour celui de l'équipement. Il ne faut pas freiner justement, la dynamique. Eh ben, s'il y a retard à notre niveau, nous allons impacter négativement la mise en œuvre des politiques publiques. Et la même chose pour la recette. Il faudrait que la recette rentre le plus rapidement possible pour qu'elle soit dépensée pour, in fine, servir un citoyen qui attend un service public, soit en transport, soit en équipement, soit en médicaments, soit surtout en éducation nationale.
En fait, vous êtes au cœur de tout, parce que vous faites, si j'ai bien compris, hein, du contrôle de gestion, oui. En quelque sorte, puisque vous avez fait la comparaison avec le privé tout à l'heure, et vous êtes le dépositaire ou le responsable des marchés publics, et vous faites le reporting général pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Et tout le flux remonte vers vous. Vous êtes le cœur financier de l'État, en fait. Toutes les dépenses et les recettes passent par vous. En effet, mais c'est un cœur qui doit marcher dans de bonnes conditions. Il ne doit pas avoir de l'arythmie, il ne doit pas avoir des problèmes de battement plus rapides ou moins vite que ce que devrait être un cœur qui marche bien. Mais on soigne, justement, on prend soin de ce cœur pour qu'il tourne, pour ne pas bloquer. Comme vous le savez, par exemple, la trésorerie générale, elle est pratiquement, elle s'occupe de dépenses du personnel pratiquement de 1 million de personnes chaque mois. Parce que c'est nous qui payons tous les fonctionnaires de l'État et tous les fonctionnaires des collectivités territoriales. Et nous avons des relations avec le secteur bancaire. Parce que, par exemple, quand vous avez un crédit, il faut qu'on fasse des retenues conventionnelles pour payer le crédit que vous avez emprunté. Oui. Donc ça, c'est pour que ce soit crédit de consommation, crédit immobilier, ainsi de suite. Donc tout cela doit tourner et il ne faut pas y avoir un jour de retard. Et c'est pour ça que quand il y a eu la Covid-19, eh ben, nous étions sollicités pour accélérer la digitalisation et on a pu payer les dépenses publiques à temps, on a pu payer le personnel à temps parce qu'il y a des salariés qui attendent et qui ont des engagements au quotidien. Donc on ne peut pas se permettre un jour de retard. Sans compter les aides qui ont été données à une partie de la population. En effet. Sans qu'il y ait le moindre contact physique. Voilà. Et là, également, par exemple, pour les aides qui sont données aujourd'hui pour l'achat de logements, les 70 000 et les 100 000 transitent par les circuits de la trésorerie. Même le house, peut-être. Oui, enfin, tout transit, toute dépense publique transite par la trésorerie générale. Alors, on va essayer de lever une ambiguïté sur le house. Parfois, les gens disent, non, l'État n'a pas d'argent, c'est pour ça qu'on ne reçoit pas toutes les tranches ou qu'on les reçoit en retard. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas d'argent ou il y a des dotations pour Special House? Je pense que parfois il y a une confusion entre la prévision et l'annonce et la volonté politique et le temps nécessaire pour exécuter. D'ailleurs, si vous prenez le texte des marchés publics, il y a une indication importante là-dedans. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand je demande à une entreprise de participer, il faut que cette entreprise ait la capacité d'exécuter. Parce que si elle a un carnet de commandes très rempli, elle n'est pas en mesure d'exécuter. Donc, je prends par exemple certains départements ministériels qui ont demandé des augmentations d'enveloppe budgétaire. C'est bien d'augmenter l'enveloppe budgétaire, mais il faut avoir la capacité de l'exécuter. Et parfois, la capacité ne manque pas, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence et une adéquation entre l'enveloppe qui est nécessaire pour l'investissement, mais en même temps, il faut que le personnel puisse mettre en œuvre cette politique. Et parfois, il y a un décalage et qui finalement, ça se retourne en termes de report. Vous avez des crédits d'investissement qui vont être reportés parce que l'exécution n'a pas pu être. Pourquoi? Parce que même si vous recrutez, les personnes qui ont été recrutées n'ont pas la capacité d'être opérationnelles tout de suite. La dernière fois, je discutais avec un collègue qui a fait un recrutement massif. Une simple question, je lui ai dit. Oui, vous avez recruté un nombre important, mais est-ce que vous avez la capacité de les former en une année? C'est ça. Donc, et c'est pour ça qu'il faut avoir l'ambition en termes de politique publique, mais en même temps, il faut avoir la capacité d'exécution. Et c'est pour ça, je me permets de citer d'ailleurs Monsieur Migaud, qui était le président de la Cour des comptes en France. Il dit le plus important, ce ne sont pas les prévisions budgétaires, c'est l'exécution. Et je vais rajouter une chose, le plus important, c'est la concrétisation pour que les citoyens, quand on lui dit il y a une école, il la voit. Quand il y a un hôpital, il le voit. Quand on dit qu'il y a un remboursement des frais médicaux, il faut qu'il le touche. C'est ça, parce qu'on ne travaille pas pour les prévisions, on travaille pour une réalité sur le terrain. Oui, exact. Oui. Il y a tout à l'heure, vous avez parlé de la Covid et qui a accéléré la digitalisation. Aujourd'hui, on va de plus en plus vite avec les outils technologiques. En effet. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Alors, le plus important dans ce domaine-là, oui. c'est l'organisation en amont. Oui. D'abord, il faut avoir une vision claire, oui. voir, je dirais, le référentiel juridique oui. et son implémentation au niveau des systèmes d'information. Je vous donne un exemple. Oui. Quand vous prenez quelques administrations, y compris la nôtre, oui. pendant des années, nous avions des systèmes qui existaient pour le personnel, des systèmes pour la dépense publique, biens et services, des systèmes pour la gestion des recettes, mais il n'y avait pas d'interopérabilité des systèmes. C'est important. On ne peut pas travailler en silo. Il faut qu'il y ait une interopérabilité. Il en est de même de manière globale entre les ministères. Quand il y a convergence globale entre, par exemple, si vous construisez un hôpital oui. et il n'y a pas de route qui oui. est prévue cette année pour arriver à cet hôpital, eh bien, votre hôpital, il est en décalage. Et si vous avez votre budget d'équipement et vous n'avez pas le matériel pour le faire tourner, eh ben, il y a un décalage. Mais il faut avoir du personnel aussi pour que ça soit opérationnel. Donc, c'est cette convergence et c'est un peu ça sur lequel on insiste quand on dit vers une meilleure restructuration de la gouvernance des finances publiques. Et on insiste sur ça. C'est-à-dire sur des politiques publiques orientées mission. Et quand je dis mission, il y a plusieurs intervenants. Il faut qu'on se mette d'accord. Qui va prendre en charge? Est-ce que c'est la collectivité locale? Est-ce que c'est l'État, par le budget général de l'État? Est-ce que c'est l'entreprise publique? Pour ne pas, parce que vu la rareté des ressources, il faut les utiliser de manière optimale. Prendre en charge, ça veut dire tout centraliser? Non. Non. Communiquer. Communiquer, c'est ce qui est classique. C'est la division du travail social. Chacun doit faire une partie du travail et ne pas faire la même chose tous. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est plutôt la communication. C'est la communication, la convergence, et puis travailler la main dans la main, y compris et surtout avec le secteur privé. Le secteur privé, la société civile. Et je vous donne l'exemple le plus récent. On a fait une réforme du décret des marchés publics. Eh ben, il y a eu une consultation générale avec les fédérations, avec les architectes, avec tous ceux qui sont intéressés par ce décret des marchés publics. Il a été publié sur le site du secrétaire général. On a reçu tous les commentaires, on a corrigé et on a mis en œuvre. Bien entendu, il y a des adaptations à faire. Si nécessaire, on va le faire. Mais je tiens quand même à saluer ce travail d'équipe et qui va nous mener vers plus de transparence et plus d'égalité des chances pour les entreprises. Donc le plus important d'abord, c'est de bien travailler en amont, de bien se préparer. Ensuite, il faut bien connaître ses objectifs aussi. Bien entendu. Bien. Est-ce que ces outils nouveaux signifient quelque chose pour vous? Est-ce que vous les adoptez? Est-ce que vous les introduisez? Ou est-ce que c'est pas encore le moment? Par exemple, je dis n'importe quoi, intelligence artificielle, est-ce que ça compte? Oui, l'intelligence artificielle, finalement, elle essaie d'améliorer l'intelligence de l'homme, quelque part. J'essaie de schématiser. Oui. Aujourd'hui, souvent, je dis de l'extension de mémoire. Quand je dis, c'est ce qu'on dit souvent, la politique des quatre yeux, ou la politique Si je travaille tout seul, je fais un commentaire, une observation sur un fait. Mais si on est trois à observer le fait, on va avoir un multiplicateur. Donc c'est cet effet multiplicateur d'ailleurs qui est connu en économie qui vous permet d'améliorer. Avec l'intelligence artificielle, on écrase le temps. Il y a une gestion du temps plus rapide. Le temps que je peux prendre moi en personne physique avec d'autres, il va être plus rapide avec l'intelligence artificielle. Donc je vais utiliser toute l'information pour le service public. Et peut-être les personnes qui travaillent aujourd'hui sur des tâches qui ne sont pas à grande valeur ajoutée, ils vont vaquer pour faire autre chose de différent et pour nourrir cette intelligence artificielle. Donc finalement, c'est quoi? C'est une rupture, c'est comme la révolution industrielle. Ici, c'est une révolution par l'intelligence artificielle. Alors, il y a deux comportements. Il y a ceux, par exemple, dans les universités, il y a ceux qui les acceptent et ceux qui essaient de la contrôler. Et d'ailleurs, souvent, on dit les Américains créent une technologie et les Européens essaient de l'encadrer par la norme. Donc voilà, c'est des comportements différents.
Donc, soit on l'intègre et nous avons déjà commencé à l'intégrer au niveau de la trésorerie générale parce qu'on a un chatbot et tout qui répond aux questions ainsi de suite. Et on essaie d'utiliser utilement notre capital humain. Très bien. Donc, on va dire que sur ce plan-là, vous suivez le mouvement, vous faites ce qu'il faut. Sur le plan des technologies nouvelles. Oui, en effet. Si on voit le volume du budget avec tous les comptes spéciaux, etc., je crois qu'on n'est pas très loin de la moitié du PIB du Maroc. Donc la moitié du PIB du Maroc transite par vous, par la TGR. Oui, en effet. C'est énorme, c'est une responsabilité incroyable. On le fait avec beaucoup d'engagement, beaucoup de respect, surtout de la législation et réglementation en vigueur, et nous essayons de nous inscrire dans une culture d'accompagnement et de soutien à la politique gouvernementale tout azimut. D'ailleurs, je vous avoue que dans la journée, on est souvent sollicité par tel département ou tel département pour accélérer, pour mettre en œuvre. On est sollicité par des opérateurs économiques quand parfois on peut avoir une panne au niveau d'un système d'information et il y a un marché qu'il faut payer ou il y a des documents qu'il faut mettre en place. Et d'ailleurs, nous avons récupéré depuis totalement la gestion de la fiscalité locale, c'est un autre sujet, la taxe sur les services communaux et la taxe d'habitation. Nous avons commencé en 2021 et nous avons pris en charge, ça fait partie des politiques d'intégration que nous constatons au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est une constante. On a eu l'intégration, par exemple, du contrôle général des engagements de dépenses de ce que ça s'appelait le CED, qui a migré, qui a été fusionné avec la trésorerie générale. Nous avons eu en 2004 l'intégration de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, de la TVA. Le recouvrement est passé à la Direction générale des impôts. En 2024, l'assiette de ces taxes locales est passée à la trésorerie générale et la taxe professionnelle est passée à la Direction générale en termes de recouvrement. Enfin, ce que je veux dire, c'est toujours dans cette volonté d'optimisation, d'intégration et de diminuer les interlocuteurs, pour ne pas laisser le citoyen ou l'opérateur économique qui est ballotté entre des administrations, celle qui fait l'assiette et celle qui fait le recouvrement. Et au niveau de la dépense, c'est la même chose. Donc cette intégration, elle permet d'aller de l'avant et répondre efficacement à la demande, de notre société. Alors, vous organisez des colloques et vous êtes un observateur et un acteur des finances publiques au Maroc. Oui. Alors, si on vous disait les 20 dernières années, comment ça a évolué? Comment les finances publiques ont évolué? La gestion des finances publiques, bien sûr. Je vous donnerai une réponse peut-être simple. C'est voir tout ce qui a été fait au Maroc depuis 25 ans en termes de réalisation. Tout ce que vous voyez, il a eu une traduction en finances publiques. Port, aéroport, route, autoroute, dessalement, Ouarzadat Nord, tout ça, ce sont les finances publiques. Et permettez-moi là d'insister sur quelque chose de fondamental, et c'est un peu ce qui nous attend, c'est la consolidation. La consolidation entre les finances de tous les acteurs. J'entends par là État, collectivités territoriales, entreprises publiques, tout ça, et aussi ce qu'on appelle les finances sociales. Tout ce qui est protection sociale. Normalement, on juge un pays à travers la situation des finances publiques au sens avec un grand F et avec un grand P, ce qui intègre toutes les composantes. Et la viabilité ou la soutenabilité de ces finances publiques, c'est ce qui fait le fondement de l'État. D'accord. Mais vous refusez de donner un jugement direct. Vous évitez, non? Non, vous savez... Les questions, moi je les prends avec grand plaisir et en toute sincérité, intégrité. Et moi je vous dis, je suis un homme de chiffres et un homme de terrain. Et donc, si vous voyez ce qui se passe au niveau du terrain, nous avons donc des réalisations importantes grâce à la politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et nous, sur le plan de la gestion des finances publiques, nos recettes ont progressé. Parfois, bon an, mal an, il y a eu des baisses pour des moments difficiles, tels que la Covid-19. Et il y a une volonté de dépense, en dépenses d'investissement. Par rapport à cela, puisque vous voulez avoir quelques nuances, je dirais que parfois,
il y a un peu de retard dans l'exécution parce que au lieu d'exécuter l'année en cours, on reporte d'une année à une autre pour des questions de capacité de mise en œuvre. Voilà. Ou bien par rapport à de la maîtrise d'ouvrage déléguée qui est accordée à un intervenant qui lui-même fait appel à une entreprise publique, donc une entreprise privée qui va exécuter. Donc c'est là où il y a peut-être des marges de progression pour accélérer cette volonté d'investissement du Maroc et puis pour les grands chantiers, notamment le chantier de la protection sociale. Alors, quand vous parlez des finances publiques, vous en parlez avec beaucoup de passion quand même. Oui, on sent qu'il y a une passion, on le sent. Hein? Oui, je suis passionné, effectivement. Oui, on le sent. J'aime bien mon travail. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que vous est venue l'idée du colloque international? En fait, l'idée, j'allais dire, c'est plus... je resterai étudiant toute ma vie, peut-être. Voilà, et j'ai une faiblesse par rapport à l'université. Et d'ailleurs, il n'y a même pas 15 jours, j'étais à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Dans 10 jours, je serai à l'université internationale de Rabat. J'étais à l'UM6P, j'ai donné une conférence. En fait, c'est cette volonté de partager. Et parmi les chantiers que nous avons au niveau de la trésorerie générale, c'est ce transfert de connaissances. Nous y travaillons et nous avons beaucoup investi sur nos ressources humaines. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a recruté pratiquement 2400 personnes. Le taux d'encadrement est passé de 40 à 74%. Le taux de féminisation est passé de 35 à 45. Pour nous, il y a deux choses importantes. Enfin, la première, ce sont les ressources humaines. Ensuite, c'est l'information. L'information est la base des finances publiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pays de l'OCDE et tout le monde veulent l'échange d'informations en fiscal, en budgétaire, ainsi de suite. Et c'est pour ça les grandes, j'allais dire, les GAFA, tout ce qu'ils ont, c'est de la data, c'est de l'information. Et justement, l'information, j'allais dire, c'est le capital aujourd'hui partout, chez vous, dans votre domaine et ailleurs. Donc nous avons beaucoup investi. D'ailleurs, nous avons des personnes qui se sont spécialisées en data science et ils sont en train aussi de suivre cette vague d'intelligence artificielle. Et nous misons beaucoup sur les jeunes en termes de formation, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et d'ailleurs, nos relations avec Fondafip, ce sont des relations qui datent depuis très très longtemps. Nous sommes à la 16e édition, mais bien avant ça, nous avions des relations de coopération et surtout de formation. Nous avons des relations privilégiées, comme vous le savez, avec la France. Et nous saluons la visite du chef de l'État français, président Macron, qui a visité Sa Majesté Mohammed VI lors de cette visite d'État. Et donc, nous nous inscrivons un peu dans cette relation bilatérale parce qu'il y a un transfert de savoir. Et nous avons des professeurs et puis aussi des responsables, de hauts responsables français qui interviennent dans nos colloques. Nous avions eu Pierre Jox, nous avons eu Seguin, que Dieu ait son âme. Nous avons eu pratiquement beaucoup de ministres. Migaud, Alain Lambert, qui était ministre du Budget. Enfin, toute cette élite dans le domaine. Et d'ailleurs, nous allons avoir l'honneur et la chance d'avoir un témoignage de Migaud, qui vient d'être nommé garde des Sceaux en France. Oui, j'ai vu, bien sûr, le professeur Bouvier est toujours là. Jusqu'où va votre passion pour les finances publiques? Si on vous proposait demain de diriger le ministère de l'économie et des finances, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je vous dirais une seule chose. Moi, je suis un commis de l'État. Oui. D'accord. Je m'investis dans ce qu'on m'a confié et je m'investis sérieusement et j'essaie de transférer, j'allais dire, mon expertise dans ces domaines-là qui sont très, très intéressants. Et franchement, c'est un domaine vraiment passionnant et ça me passionne, mais moi, je suis à la disposition de l'État. On sent une connaissance très fine quand vous parlez. Bien sûr, avec beaucoup de passion, on l'a dit. Je voudrais vous poser une question une question concrète sur les ATD. Oui. Ça nous éloigne un peu du colloque, de la grande réflexion. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, est-ce que réellement il n'y a plus d'ATD? On ne fait plus d'ATD maintenant? Non, alors d'abord, pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent, c'est les avis à tiers détenteurs qui veulent dire
quand vous avez du recouvrement d'une créance publique, vous demandez à une tierce personne qui détient les fonds de la personne concernée de vous l'envoyer. C'est la loi qui le prévoit. Une banque, un employeur. Voilà. Donc les avis à tiers détenteurs existent pour ceux qui ne payent pas. C'est ça. Et d'ailleurs, quand vous voyez le taux de recouvrement dans d'autres pays, il est proche de 95-96%, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire le paiement spontané et annuellement. Nous avons, je veux dire, un peu de retard dans dans le paiement de certaines créances publiques, et nous agissons par avis à tiers détenteur en fin de parcours. En principe, on envoie un premier avis sans frais, un deuxième avis, le commandement, et c'est quand la personne ne réagit pas, c'est à ce moment-là qu'on utilise l'avis à tiers détenteur. Mais là, nous avons une relation apaisée avec nos concitoyens. Qu'est-ce que nous avons fait ces derniers temps? Nous envoyons des SMS. Parce que souvent, les gens disent « nous n'avons pas reçu ». Donc nous avons la liste de leur numéro de téléphone qui est communiqué par un certain nombre de régies de distribution d'électricité, et on leur envoie par SMS en leur disant « Monsieur, sauf erreur de notre part, il y a un montant qui n'a pas été payé par rapport à cette créance publique. Nous vous demandons de bien vouloir vous connecter au site, voir un peu votre compte par rapport à votre résultats. Ça donne de bons résultats, et puis nos équipes sont aussi là à la disposition de nos concitoyens pour essayer de les accompagner. Et puis si besoin de donner un étalement, on le fait. Si besoin d'accorder une remise, on le fait. Mais l'essentiel, nous sentons une évolution positive que je salue, et j'espère que ça va se renforcer à l'avenir. Mais les ATD? Ben justement, les ATD, c'est un recours nécessaire dans un pays. Il reste nécessaire. Ah oui, bien sûr. D'accord. Nécessaire pour ceux qui ne payent pas. Oui. Pour vous et peut-être moi qui sommes à jour, peut-être on n'a pas. Moi, je n'ai jamais reçu d'ATD. Je pense que vous non plus, vous n'avez pas reçu d'ATD. En fait, les ATD, j'allais dire pour les derniers de la classe. Mais il faut quand même avouer que parfois, il se peut qu'il y ait des erreurs. Et il faut rattraper les erreurs rapidement. Abus, non? Utiliser abusivement, non? Non, c'est parce que c'est des milliers d'avis à tiers détenteurs. Il se peut qu'on se trompe, mais on est là pour corriger toutes nos erreurs. Alors le stock d'arriérés, il est de combien? Les restes à recouvrer que nous avons, ils sont constitués d'arriérés de revenus domaniaux tels que les ventes ou les locations. C'est des locations, par exemple, pour l'usage agricole, ou bien location juste, par exemple, dans les communes, il y a du patrimoine communal qui est loué. Nous avons le reste à recouvrer des impôts d'État qui étaient gérés par nous avant 2004, parce que entre-temps, ça a continué, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la TVA, mais tout ça, c'est en train d'être apuré. Et puis parfois, il y a des sociétés qui ont disparu, donc on essaye de recouvrer, mais difficilement. Et puis nous avons toute la partie collectivité territoriale. C'est là où nous sommes en train de faire un effort. Et maintenant, le fait, parce qu'auparavant, qu'est-ce qui se passait pour ces impôts locaux? Vous adressez au percepteur, il vous dit, écoutez, moi, je ne fais que du recouvrement. Si vous avez un contentieux, adressez-vous à la Direction générale des impôts ou adressez-vous à la commune qui a émis cet impôt. Donc, pour la partie, j'allais dire, ministère de l'économie et des finances, le choix a été fait d'intégrer, d'avoir des systèmes intégrés. La Direction générale des impôts prend en charge la taxe professionnelle et nous nous occupons de la taxe d'habitation et la taxe sur les services communaux. Et comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, eh bien, il y a une augmentation substantielle de ces trois impôts. 36% d'augmentation depuis qu'on l'a pris, la taxe sur les services communaux, 25%, 26% pour la taxe d'habitation et 23% pour la taxe sur les terrains non bâtis. C'est pour vous dire que la gestion, en fait, on dit souvent que tax policy is tax administration, c'est-à-dire la gestion de l'impôt, elle est plus ou moins équivalente. Il faut d'abord une bonne législation, mais il faut surtout une bonne administration pour gérer ça. Lorsque vous parlez des hausses, c'est des améliorations de recouvrement? Oui. C'est ça. Hein? Non, et aussi élargissement de l'assiette. Nous avons trouvé que certains quartiers n'étaient même pas appréhendés. C'est ça. Parce que la législation, elle prévoit que vous devez faire votre déclaration quand vous achetez un bien, pour dire « je suis là ».
Soit c'est une habitation, soit c'est une résidence secondaire, soit c'est loué. Certains citoyens, peut-être ne connaissent pas la législation, ils le font pas parce qu'ils sont restés sur l'ancien système du recensement. Ils attendent que l'administration recense pour sortir la taxe d'habitation, taxe sur les services communaux. Et ils n'ont pas vu parce que même si on dit nul n'est censé ignorer de la loi, théoriquement, ça c'est dans les ouvrages de droit. Mais dans la réalité, si je vous pose la question par exemple sur le droit pénal, et vous et moi-même, on n'est pas en mesure de connaître quelles sont les dispositions du droit pénal. On ne peut pas connaître tous les types de droits, c'est impossible. Mais on est censé quand même nous renseigner, surtout que pour les personnes physiques, acquérir un bien, on sait, généralement le notaire vous donne toute l'information concernant cette transaction. On a parlé des ATD et on a parlé du recouvrement. Maintenant, je vais vous parler d'une autre question. Est-ce que l'État est bon payeur? Oui. Alors voilà, il faudrait qu'on démystifie un peu cette situation. C'est que souvent, il y a un travail de l'amont vers l'aval. Ouais. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la capacité dans certains départements à mettre en œuvre des politiques publiques. Oui. C'est ce qui veut dire que dans chaque département, les responsables, que nous appelons ordonnateurs, doivent être en mesure de dérouler, de mettre en place le marché public, de le suivre, d'adjuger et de donner le bon pour commencer à travailler. Souvent, certains responsables, au lieu de dire que nous sommes en retard en tant qu'ordonnateurs, ils disent c'est au niveau de la trésorerie générale. Mais c'est pas pour me dédouaner par rapport à une réalité, parce que nous, c'est l'État. Quand je dis nous, que ce soit les ordonnateurs, que ce soit les comptables publics que nous sommes les mêmes, nous sommes tous responsables, nous sommes dans une chaîne. Il arrive parfois qu'il y ait du retard. Et justement, il y a eu une évolution à ce niveau-là pour les délais de paiement. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les systèmes d'information ont été d'un apport essentiel. C'est que ce qui se passe, c'est que tout est tracé aujourd'hui. On connaît les comportements de chacun et à quel moment il va mettre en place ou exécuter son marché public. Maintenant, la réalité, parce qu'il faudrait parler de réalité. Et sur ça, on est en train de travailler avec les fédérations. Qu'est-ce qui se passe avant de mettre le système en place? C'est-à-dire sur le plan technique. Quand les bureaux d'études se déplacent, quand l'architecte se déplace, quand est-ce, on va dire, que cet ouvrage a été achevé? C'est cette partie-là qui nous échappe encore. C'est la réception? C'est la réception. On est en train de travailler avec eux. Et d'ailleurs, j'avais invité même l'une des fédérations de dire, on va faire avec vous le parcours du combattant de A jusqu'à Z pour savoir, pour chronométrer et savoir exactement ce qui se passe en amont. Donc, mais on est meilleur, je veux dire, payeur que d'autres. Je ne vais pas les citer parce que vous le savez que dans un autre secteur qui n'est pas le secteur public, il y a des retards interentreprises. Mais est-ce qu'on a une idée du délai moyen aujourd'hui entre la réception et le paiement? Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut changer de mindset. Oui. Il faut de la volonté. Oui. Il faut travailler et il faut essayer de renforcer la transparence. Très bien. Si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas, quelles que soient les législations, les réglementations que vous allez avoir, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Très bien. Si vous permettez, on va passer maintenant au colloque. Oui. Vous attendez, bon, selon vos prévisions, quels seront les points forts de ce colloque? Alors, d'abord, une présentation de ce qui se passe dans la gouvernance financière publique actuelle. Oui. Et on va essayer de procéder par étapes du processus de mise en exécution des politiques publiques. La première étape, c'est d'abord quand il y a des choix. Il y a des choix gouvernementaux qui sont tracés, que nous connaissons. On est dans un État, c'est-à-dire on a voulu mettre en place un État social. Donc il y a des dépenses qui concernent l'éducation, la santé. Bien, soit. Maintenant, au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, il y a des commissions sectorielles. Oui, oui.
Et il y a une autorisation parlementaire qui autorise l'exécutif à mener ses politiques publiques. L'une des idées forces, c'est de dire, d'abord, au niveau de l'autorisation parlementaire, il est question de renforcer la convergence entre les commissions sectorielles. Exemple, entre la commission qui travaille sur les infrastructures, avec la commission qui travaille sur la justice et la commission qui travaille sur les finances. C'est cette bonne cohérence et convergence entre ces intervenants, on va avoir une autorisation parlementaire renforcée, améliorée, en bonne convergence. Comment obtenir cette cohérence? C'est quoi? C'est un problème de communication? Non, c'est une communication qui existe, parce que les partis politiques ou la majorité parlementaire avec l'opposition, et de toute façon, l'exécutif n'est que le reflet de cette majorité qui est au Parlement. Ce qui est nécessaire, c'est renforcer cette communication intersectorielle pour que la mise en œuvre se fasse dans les bonnes conditions. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple entre un hôpital qui se construit et une route. Eh ben, s'il y a un décalage temporel, eh ben, ça met à mal la politique publique. Et c'est pour ça que la loi organique des finances de 2015 a parlé de mission. C'est ça, toute l'évolution des finances publiques ici et en France. On travaille en mission et en programme. On ne travaille pas en ligne, en chapitre. C'est démodé. On travaille par rapport à une politique publique. Et une fois qu'on a dépassé l'autorisation parlementaire et la convergence qui se passe au niveau du Parlement, sur le plan d'exécution au niveau du gouvernement, c'est la même chose. C'est la convergence entre les différents départements ministériels pour qu'on atteigne, j'allais dire, cette mission. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire que nous avons un cap, un cap, je ne vais pas jouer sur les mots, un cap pour la Coupe du Monde 2030. Donc, cette Coupe du Monde, elle est structurante. Elle permet de faire converger toutes les politiques publiques pour atteindre cet objectif, ou plutôt pour profiter de cette opportunité, ou bénéficier de cette opportunité. Parce qu'en même temps, il va falloir dérouler et les hôpitaux, et les routes, et les ports, les aéroports, le ferroviaire, la formation, le service. Et c'est pas séquentiel, c'est en même temps. Bah oui, en même temps, parce que, juste permettez-moi de citer une économiste de renom qui est Mariana Mazzucato. Elle a travaillé sur ça en disant mission Apollo. Elle a décrit comment, dans le temps, pour envoyer les astronautes sur la Lune, il fallait que tout le monde converge. Eh bien, notre lune à nous, c'est 2030, et j'espère que ça sera une lune de miel. Quels sont les autres? Est-ce qu'il y a d'autres points forts? Ou c'est le cœur, là, ce que vous avez dit, c'est le cœur? Non, il y a aussi un moment fort, c'est un peu ce qui va être présenté. Parce qu'on est dans la mondialisation, comment les institutions internationales ont évolué dans leur pensée. Auparavant, il y avait ce que vous connaissez, le consensus de Washington, qui avait une connotation libérale. Aujourd'hui, les institutions du Fonds monétaire, Banque mondiale et autres, ont évolué dans leur pensée économique. Il y aura une conférence ou une présentation de Karim El Ainaoui. Voilà, entre autres. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le moment que vous nous avez consacré. Merci beaucoup pour ces propos. Je vous remercie. Et je vois que vous avez détecté ma passion pour les finances publiques. J'en suis ravi, mais je le fais avec beaucoup de responsabilité. C'est difficile de ne pas l'avoir. Ah ben, tant mieux. Merci beaucoup.